Dans cette première FAQ, je te propose de répondre aux questions qui sont les tiennes. Donc ces questions m'ont été adressées suite à un post que j'ai fait sur LinkedIn. J'ai demandé aux mémorialistes les questions qu'ils se posaient sur la soutenance. Il y en avait 11 qui portaient sur comment on se dépatouille des questions posées par les membres du jury. Et donc en fait, je vais revenir point par point sur chacune de ces questions en mode FAQ. Donc première question qui m'a été posée, comment bien se préparer aux questions du jury ? Donc, si tu stresses parce que tu ne sais pas quelle question le jury va te poser, que tu te demandes comment te préparer alors que tout peut tomber, respire, je t'explique comment t'y prendre simplement et de manière efficace. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le jury ne pose pas des questions au hasard. Ces questions, elles partent de ton mémoire. Le jury va lire ce qui n'est pas clair, ce qui manque, et ce qui peut être discuté. Et donc, l'idée de ces questions, c'est de pouvoir tester ta capacité à penser rapidement, à assumer tes choix et à ajuster ton raisonnement. Donc finalement, ta préparation commence dans ton propre mémoire. C'est en effet dans ton mémoire que se cachent 80% des questions que tu vas entendre. Donc concrètement, comment est-ce que tu peux te préparer à ces questions ? D'abord, relire ton mémoire comme si tu étais le jury. Est-ce qu'il y a des passages qui sont flous ? Est-ce que certains outils sont mal expliqués ? Est-ce que la partie 1 est trop longue ? Est-ce qu'elle est trop théorique ? Ensuite, tu peux reprendre les critiques reçues lors de la validation de ta demande d'agrément, donc le 4.1, mais également le 4.2 si tu en as vu un avant. Et donc, tu peux préparer des réponses argumentées à chacune des remarques. Pas forcément pour en parler durant les 10 minutes d'oral, mais pour en parler après. L'idée, c'est de pouvoir montrer que tu as corrigé, assumé ou justifié certains arbitrages. Enfin, je t'encourage à t'entraîner à répondre à des questions fréquentes. Tu peux même demander à l'IA de t'accompagner dessus en questions, un examinateur pourrait poser sur mon mémoire. L'idée pour que ce soit vraiment efficace, c'est que tu prennes le temps de poser des questions par rapport à des parties spécifiques du mémoire. Si tu mets ton mémoire dans ChatGPT et que tu lui dis mets-toi dans la peau d'un examinateur et pose-moi des questions par rapport à mon mémoire, tu n'auras pas des résultats très probants parce que c'est beaucoup trop... tu t'arrives avec 200 pages de texte. Voilà, c'est vraiment genre, tu reprends le chapitre 1, ok, quelles sont les questions que tu pourrais me poser par rapport à ça en te mettant dans la peau d'un jury ? Est-ce que tu trouves que je suis assez bon sur les références bibliographiques ? Est-ce que, selon toi, il manque des éléments juridiques ? Est-ce que j'ai oublié une référence importante ? Voilà, ce genre de choses. Mais des choses vraiment très concrètes, parce que sinon, tu pourras pas vraiment bien t'entraîner. Si tu veux aller plus loin, moi j'ai publié une vidéo complète qui s'intitule « Comment anticiper les questions du jury en analysant son propre mémoire ». Donc je t'encourage à aller la visionner. L'idée c'est de pouvoir te donner dans cette vidéo une méthode pas à pas et des phrases types pour répondre avec tact et même une sorte de checklist de relecture. Deuxième question qui m'a été posée, comment gérer une critique du mémoire que l'on n'a pas du tout anticipée ? Donc concrètement, je te dépeins le tableau, t'es en pleine soutenance et là, bim, arrive une critique que tu n'avais pas du tout venir. T'as pas le temps de paniquer, et par contre, ce moment-là peut tourner à ton avantage. Déjà, il faut que tu changes de regard sur cette critique. Une critique imprévue, ce n'est pas une condamnation à mort, c'est une invitation à te repositionner. Ce que le jury observe, ce n'est pas si tu savais ou pas, c'est plutôt comment tu réagis. Est-ce que ça te déstabilise complètement ? Est-ce que ça te déstabilise complètement, ou est-ce que tu arrives à encaisser la critique et rebondir dessus ? En fait, c'est ça qui fait la différence entre une soutenance subie et une soutenance maîtrisée. Donc, pour réagir efficacement, déjà, tu gardes ton calme. Tu respires. Tu peux reformuler la question pour gagner du temps, en disant un truc du style « Donc si je comprends bien, vous me reprochez de ne pas avoir... blablabla. » Ne te justifie pas dans la panique. Reste ouvert, en mode « C'est une remarque pertinente, j'y avais peu réfléchi, mais en vous écoutant, voilà ce que je peux en dire. » Et là, tu déroules. Tu peux aussi t'appuyer sur ce que tu as fait. Pour contourner un peu la critique en disant « Effectivement, je n'ai pas creusé cet aspect, mais par contre, j'ai essayé d'apporter une réponse indirecte avec tel outil. » Il faut toujours que tu essayes de te raccrocher à quelque chose que tu maîtrises aux forces de ton travail. Et si vraiment tu n'as rien à dire face à la remarque, eh bien, tu peux être honnête en disant « C'est un point que je n'ai pas traité dans mon mémoire, mais si je devais le retravailler, je creuserais. » Et là, tu parles d'une piste en lien avec la critique qui t'a été formulée. Donc l'idée, c'est vraiment que la posture que tu vas adopter quand tu vas faire face à une critique que tu n'attends pas, elle montre ta capacité à réfléchir à voix haute avec rigueur. Et c'est ça qu'on attend de toi. Le problème, c'est que si tu t'es pas préparé en amont aux questions, c'est plus compliqué de faire ça. Donc vraiment, je t'encourage à te préparer. Et donc, si tu veux encore progresser sur cette posture, pour le coup, j'ai fait une vidéo complète intitulée « Le bon état d'esprit pendant l'échange avec le jury ». Et donc, je parle d'écoute active, de posture ouverte, de réponse stratégique. Bref, tout ce qu'il te faut pour transformer l'épreuve en opportunité.
Donc je te remets le lien. Est-ce qu'on peut me demander d'expliquer en détail un outil? Oui, clairement, c'est possible. Le jury peut passer 10 minutes sur une seule annexe, surtout si elle soulève un doute ou une incohérence. Et attention, ce n'est pas forcément l'outil phare de ton mémoire. Des fois, ça peut être genre une fiche de poste sur des éléments réglementaires que tu n'aurais pas fait figurer. Tout peut être passé au crible fin. Donc, pourquoi est-ce que c'est normal? Donc déjà, il faut pas mal le prendre. Effectivement, si tu te pointes avec un mémoire, que tu as 25 annexes et qu'on te challenge uniquement sur une annexe que tu n'as pas trop travaillé, tu risques d'être déçu. Mais ça arrive assez régulièrement. L'esprit, c'est de comprendre si cette annexe, ou la plupart des annexes, tu les as bien construites. Est-ce que tu les maîtrises et est-ce que c'est vraiment utile pour le cabinet? Donc, vraiment, tu prends du recul par rapport à ça. Et pour garder la main, si la discussion s'enlise, c'est à toi de reprendre la barre. Et donc, l'idée, pour avoir un échange intéressant avec le jury et maîtriser ta soutenance, ce n'est pas de répondre à toutes les questions passivement. C'est aussi, en fait, de réorienter la conversation de manière plus ou moins subtile. Donc, si par exemple, on te reproche des choses sur ta fiche de poste, donc tu peux mettre, cette fiche de poste, elle est en lien avec l'outil central de mon mémoire, mais ce qui me semble fondamental dans ma démarche, c'était tel et tel point. Et là, tu recentres sur un point fort de ton mémoire. De la même manière, tu peux dire un truc du style « Ce point est effectivement discutable, mais il prend tout son sens quand on le relie à l'objectif du mémoire qui était de blablabla. Bla. » Donc l'idée, c'est toujours de reconnecter avec ton fil rouge, de ramener le jury sur ton terrain, sur ce que tu maîtrises. Et en fait, c'est là qu'ils t'attendent. L'idée, c'est de pouvoir montrer que tu es un expert comptable capable de garder le cap, même face à un imprévu. Et donc, si tu veux aller plus loin sur ce point, je te conseille de regarder la vidéo intitulée « Anticiper les questions grâce à l'analyse de son propre mémoire ». Et l'idée, c'est de pouvoir te montrer comment est-ce que tu détectes les zones sensibles de ton mémoire pour mieux te préparer à une question de ce type-là. Alors, quatrième question qui m'était posée. J'ai peur que le jury me dise que mon mémoire ne sert à rien. J'aurais pu la mettre en première, celle-là. Donc c'est une peur que je retrouve très souvent et elle est compréhensible parce que c'est une remarque qu'ont souvent les candidats en mode en fait votre mémoire il sert à rien. Donc ce que tu dois garder en tête pour avoir un aspect positif, c'est que si ton mémoire, si tu es là, jour de ta soutenance face à 2 examinateurs, c'est qu'à un moment on t'a dit oui. On t'a dit oui au moment de la demande d'agrément, t'as reçu un 4.1, donc ton sujet a une valeur, sinon on ne l'aurait pas validé. Donc surtout, tu ne réagis pas en remettant tout en cause. Quand le jury lance une phrase comme « Votre mémoire ne sert à rien », déjà, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est une façon, alors effectivement c'est brutal, mais de dire que par rapport à ton oral, par rapport à la manière dont tu as amené les choses, on ne perçoit pas clairement la portée de ton travail. Ou en tout cas, on attend une démonstration plus convaincante de sa valeur ajoutée. Le jury peut par exemple considérer que ton sujet reste trop généraliste, que ton outil paraît peu utile sur le terrain ou que tu n'as pas montré en quoi ce mémoire change quelque chose dans la pratique. Mais derrière cette remarque, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jury teste ta capacité à encaisser, ta capacité à rebondir, ta capacité à défendre ton point de vue sans perdre ton calme ni ton aplomb. Et c'est là que beaucoup de choses se jouent. Donc, comment est-ce que tu réagis sans perdre tes moyens ? Ce que tu dois absolument éviter, c'est de te raidir, de te fermer, de te décourager ou de montrer ta déception. Même si la remarque te semble injuste, et c'est vrai que c'est brutal, c'est ton attitude qui va faire toute la différence. Donc, tu ne souffles pas, tu ne hausses pas les sourcils, tu ne croises pas les bras, tu restes ouvert, tu restes, souriant, dans la mesure du possible, et tu essayes de répondre avec calme et hauteur. En mode, je comprends tout à fait cette remarque, ou juste, je comprends cette remarque. Mon intention, c'est pas de réinventer le métier, mais de proposer une solution ciblée et directement opérationnelle. Et là, tu peux faire un lien en mode, ce sujet-là a peut-être été traité dans d'autres secteurs, dans d'autres types de cabinets, mais moi, ce que j'ajoute de nouveau, c'est tel point. Tu peux aussi dire un truc du style, c'est vrai que ce n'est pas un sujet nouveau, en revanche, le contexte de mon cabinet et les retours des collaborateurs m'ont permis de l'aborder avec un angle très terrain. Donc l'idée, c'est de pouvoir assumer tes choix, de pouvoir redonner du sens et d'orienter la discussion vers la valeur réelle de ton travail. Même si cette valeur, elle est modeste, elle existe. Et c'est ton rôle de la faire émerger. Et pour éviter pour te préparer à ce type de remarques, ce que tu peux aussi faire, c'est relire ton 4.1, parce que des fois, dans la toute première ligne, il est écrit
le sujet n'est pas original, mais blablabla. Et en fonction de ce qui a écrit après le mais, en fait, tu gardes ça en tête et tu te dis, ok, c'est un argument que je dois mettre en avant lors de mon oral et lors de l'échange avec le jury pour montrer la valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Mais c'est surtout une posture de mindset en mode, on t'a validé ta demande d'agrément, donc ça veut dire qu'on considère que ton mémoire est recevable. Je passe à la 5e question qu'on m'a posée. Donc, le jury peut-il poser des questions sur des références bibliographiques? Alors oui, c'est tout à fait possible. Et en général, pour moi, c'est plutôt un bon indicateur. Parce que si le jury va fouiller dans ta biblio, c'est souvent qu'il cherche à tester la solidité intellectuelle de ton travail. Donc là, pour moi, pas de panique, mais on n'improvise pas non plus. Alors oui, c'est tout à fait possible qu'on te challenge sur ta bibliographie. En général, ça arrive quand ta biblio, elle semble trop faible, ou au contraire qu'elle est très fournie, mais pas mobilisée dans le texte. Donc si t'as 10 pages, enfin peut-être pas 10 pages, 5 pages de bibliographie à la fin de ton mémoire, mais que tu as genre 15 notes de bas de page, il y a un déséquilibre, et là oui, c'est possible qu'on te pose la question de certaines références. On peut aussi te challenger avec ce type de questions quand des références majeures du domaine sont absentes. Par exemple, tu écris un mémoire sur la mission full service et tu oublies de mentionner le guide du full service publié par l'ordre. Donc là, forcément, on va te tomber dessus, c'est sûr. Autre cas classique sur lequel on peut t'interroger, c'est tu as déposé une biblio dans ta notice. Donc tu as reçu un 4.1, et au moment du dépôt, tu n'as pas mis à jour ta biblio. Alors qu'en plus, c'est spécifiquement, en général, c'est plutôt demandé au candidat, il y a toujours écrit dans les appréciations générales, bon courage pour la rédaction et attention à bien actualiser votre bibliographie jusqu'au dépôt du mémoire. Donc en gros, si on te pose la question et que tu n'as pas fait d'actualisation, c'est parce qu'on veut savoir si tu as vraiment retravaillé ta partie théorique, on veut savoir si tu es au courant des publications les plus récentes, et on veut vérifier en fait la pertinence, la fiabilité des sources que tu utilises. Cette question, elle peut aussi t'être posée si jamais tu as beaucoup d'articles et de sites internet dans ta biblio et que tu as peu de références dites académiques. C'est pas toujours bien vu, donc attention. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir à tout ça, réagir à tout ça. Donc déjà, on ne panique pas. Donc, on te demande pas de connaître par cœur toutes tes références biblio et l'ensemble des bouquins que tu as pu consulter. L'idée, c'est pouvoir expliquer en fait pourquoi tu as choisi tel ou tel auteur pour illustrer ton propos. Et donc, tu peux tout à fait répondre à un truc du style j'ai utilisé cette référence parce qu'en fait, elle m'a permis de cadrer la notion de blablabla, et je l'ai croisée avec d'autres sources pour avoir une vision un peu plus générale. Et ça, c'est assez facile parce que normalement, dans le titre de ta référence biblio, tu as le concept clé. Donc, même si tu l'as pas lu ou tu t'en rappelles plus, c'est pas gênant, tu pourras rebondir là-dessus. Si tu n'as pas actualisé ta bibliographie entre l'agrément et le dépôt de ton mémoire, moi je te conseille d'être honnête et d'assumer ton choix. C'est-à-dire de dire que je reconnais que ma biblio, elle date du 4.1, j'ai fait le choix de concentrer mes efforts sur le développement des outils, mais je prends bonne note qu'un approfondissement théorique aurait été un plus. Tu peux répondre quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est pas un aveu d'échec de dire que t'as pas retravaillé ta biblio, c'est une erreur, mais bon, c'est une prise de recul que tu dois faire et surtout une capacité en fait à réajuster ton regard sur ton propre travail. Et donc ça, c'est une posture professionnelle. Donc, petit conseil pour éviter certaines sueurs froides, ce serait de faire une relecture ciblée de ta biblio quelques jours avant ta soutenance, de regarder si tu as des auteurs que tu ne maîtrises pas bien ou que tu as peu utilisés, et peut-être de voir avec une IA ou ton entourage pour t'interroger sur des références clés. Encore que je trouve que c'est du travail qui est assez conséquent pour pas forcément beaucoup de résultats. Ce qu'il faut bien garder en tête pour moi, c'est que ta biblio, en fait, elle n'est pas là juste pour faire bien, elle sert à ancrer ton travail dans une réflexion rigoureuse. Par contre, si effectivement, dans ton mémoire, tu te rends compte que à chaque fois que tu cites des définitions, des statistiques, des chiffres clés, il manque des références biblio, tu risques d'avoir droit à ce type de réflexion. Donc, moi, je t'invite déjà à anticiper ces questions et à réfléchir à ce que tu pourras dire le jour J. Si le mémoire contient des coquilles, comment réagir aux critiques du jury ? Donc, ça, c'est arrivé à un candidat que j'ai accompagné cette session. Donc, en fait, il a déposé son mémoire et 2 jours après, il a ouvert son mémoire. Il s'est rendu compte que sur sa page de couverture, il y avait un problème, que la pagination était pas bonne et qu'il y avait des coquilles. En fait, il était fou. Et donc, il a fermé son mémoire et il s'est dit, ok, je vois ça plus tard. Donc, si ça t'arrive, que tu relis quelques pages et que tu vois des coquilles, effectivement, tu vas être angoissé et tu vas te dire, est-ce que le jury va me le reprocher? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc, pas de panique, les coquilles, ça arrive. Ce qui compte pour moi, c'est plutôt la manière dont tu vas gérer ça avec professionnalisme. Donc, tu peux être dans une démarche active, proactive même, et proposer un erratum. Donc, un erratum, c'est un petit document que tu vas donner quand tu arrives à ta soutenance,
qui va lister toutes les coquilles que tu as pu repérer dans ton mémoire. Et pour moi, c'est intéressant dans le sens où ça permet d'assumer tes erreurs, de les rendre visibles et de les cadrer. Donc tu peux arriver en disant « Bon, j'ai conscience que qu'il y avait quelques fautes de forme dans la version que vous avez reçue. J'ai pris soin, donc je me permets de vous distribuer un erratum pour vous permettre de suivre plus confortablement la lecture ou un erratum qui liste toutes les coquilles que j'ai repérées lorsque j'ai préparé ma soutenance et que j'ai relu mon mémoire. » Donc pour moi, ça c'est une preuve d'anticipation, de rigueur et de respect envers le jury. Et donc si tu sais pas comment faire un erratum, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet et je te remets le lien ici. Si tu n'as pas fait d'erratum ou que tu n'as pas prévu d'en faire, là pour moi il faut adopter une posture humble, sans tomber dans une justification stérile. Donc si le jury te fait une remarque, tu peux répondre quelque chose du style je reconnais qu'il y a des fautes dans mon mémoire, j'ai voulu concentrer mes efforts sur le fond et j'ai sans doute sous-estimé la dernière relecture, mais c'est un point que je retiens pour la suite, blablabla. Donc toujours pareil, on n'attend pas de toi que tu sois parfait, mais on attend de toi que tu sois capable d'assumer tes erreurs et de prendre du recul. Et surtout, de ne pas perdre tes moyens, surtout si la remarque, elle est un peu sèche. Donc toujours dans le même principe, on respire, on rebondit, et surtout, on ne se laisse pas déstabiliser. Donc que tu aies prévu ou non un erratum, surtout tu gardes la tête haute, tu n'es pas là pour défendre un texte parfait, tu es là pour montrer ta posture de futur expert comptable. Ta rigueur, ta responsabilité et ta capacité à progresser. 7e question. Comment répondre à la question de la pertinence du mémoire dans 5 à 10 ans, compte tenu de la réglementation et des outils numériques qui évoluent? Donc ça, c'est une question qui revient assez régulièrement en soutenance. En mode, est-ce que votre mémoire sera encore pertinent dans 5 ou 10 ans, avec l'évolution des textes, des outils, de l'IA? Ce que le jury cherche à tester ici, ce n'est pas ton don de voyance, mais ta capacité, encore une fois, à prendre du recul et de la hauteur. Donc la tentation serait de répondre, peut-être que mon mémoire sera obsolète dans 5 ans, avec la réforme, blablabla, ou l'arrivée de l'outil, blablabla. Le problème, c'est que cette réponse, elle t'enferme. Finalement, tu valides l'idée que ton travail est périssable. Et donc, il vaut mieux pour moi déplacer le regard. En disant un truc du style « La réglementation, les outils et les pratiques évoluent, c'est certain, mais la problématique de fond que j'aborde dans mon mémoire, en fait, elle reste structurante pour la profession. » Et donc, l'idée, c'est de pouvoir montrer que le cœur de ton mémoire ne dépend pas d'un texte ou d'un logiciel, mais d'un besoin durable de la profession, à savoir mieux gérer, mieux piloter et mieux accompagner. Tu peux ensuite préciser ce que j'ai proposé dans mon mémoire, c'est une méthode, c'est une posture, c'est une organisation qui pourra évoluer, mais dont les principes restent valables, quelle que soit l'évolution des textes réglementaires ou des outils numériques. Et pour aller plus loin, tu pourrais même dire je pense que ce type de réflexion doit justement être mené de manière régulière pour adapter les pratiques à l'évolution du cadre réglementaire et technologique. Donc finalement, le fait que ton mémoire pose les bases d'un raisonnement qu'il faudra faire vivre au fil du temps. Si tu proposes un outil dans ton mémoire, pense à anticiper cette question en expliquant que ton outil peut être modulable, adaptable ou duplicable, même si les contraintes changent. Par exemple, tu as fait un tableau de bord avec Excel et finalement maintenant il y a pas mal de cabinets qui bossent avec Power BI, donc en disant que c'est tout à fait adaptable. Donc bref, ce qu'il faut savoir, c'est que le jury veut comprendre, veut déceler ta capacité à anticiper et vérifier que tu n'es pas un technicien enfermé dans un cadre figé. Donc, tu ne réponds pas que tu sais pas ce que sera la profession dans 10 ans, tu réponds justement, en fait, mon mémoire, c'est une invitation à réfléchir, à tester et à ajuster. Et même si peut-être réactualisé, il restera utile à la profession pour telle et telle raison. Et donc, si tu veux aller plus loin sur les questions de projection et de posture, je te renvoie à ma vidéo Se préparer aux questions déstabilisantes, dans lequel tu trouveras des exemples concrets pour construire ce type de réponse. Question numéro 8. Comment répondre à la question des principales limites du travail? Donc, quand le jury te demande de parler des limites de ton mémoire, il ne cherche pas à te piéger encore, il veut juste savoir si tu es capable d'un regard critique sur ton travail et si tu sais comment progresser à partir de cette base. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de chercher à te justifier ou à minimiser ces limites. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu montres que tu les as identifiées, que tu les as comprises et que tu sais déjà comment les dépasser dans un cadre futur. Donc déjà, pour moi, il faut commencer par nommer clairement une ou deux limites. Alors l'idée, c'est pas que t'en détailles 50, parce que là, finalement, ça va pas passer, mais si tu en détailles une ou deux, c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est d'être précis et pas du tout vague. Donc par exemple, mon champ d'études était limité à un seul cabinet, ce qui ne permet pas de généraliser les résultats, ou certains des outils que je présente dans mon mémoire n'ont pas pu être testés sur une période assez longue pour évaluer pleinement leur impact, mais j'ai déjà mis en place blablabla, ou la documentation dont j'ai disposé pour le mémoire, elle reste centrée sur des sources internes à la profession, ce qui peut en restreindre l'ouverture. Donc l'idée, c'est de pouvoir montrer ta rigueur intellectuelle et ta capacité à faire un pas de côté.
Ensuite, tu dois montrer que tu ne t'arrêtes pas là. Tu dois projeter les membres du jury dans l'évolution de la réflexion ou de l'action. Et donc, tu pourrais dire, par exemple, pour approfondir cette démarche, il pourrait être intéressant de comparer les résultats obtenus dans d'autres typologies de cabinets. Tu pourrais aussi dire, une future mission pourrait intégrer un suivi sur 6 mois pour mieux mesurer les effets de l'outil proposé. Si c'est des choses qui sont déjà en place dans le cabinet ou qui vont être mis en place, tu peux d'ailleurs en parler. Et tu pourrais dire aussi, par exemple, si ce mémoire devait évoluer, je m'appuierais davantage sur les travaux de recherche issus d'autres disciplines comme, je sais pas moi, le management et l'innovation. Donc finalement, en faisant ça, tu montres que tu n'es pas seulement dans un exercice académique, mais que tu raisonnes en professionnel curieux et proactif. Et ça, c'est ce qu'on te demande. Donc finalement, pour moi, ce qui fait la différence en soutenance, c'est ta capacité à dire « j'ai conscience de mes limites et je sais déjà comment je peux faire mieux ». Toujours garder en tête qu'on ne cherche pas la perfection, on cherche la progression. Et donc, si tu veux t'entraîner à repérer ces points faibles, pense à regarder ma vidéo qui s'intitule « Anticiper les questions grâce à l'analyse de son propre mémoire » pour justement prendre le recul nécessaire avant ta soutenance. Question numéro 9. Comment être convaincant et montrer de l'assurance? Alors, convaincre le jury, ce n'est en aucun cas faire un show. C'est juste inspirer confiance, montrer que tu maîtrises ton sujet et incarner ton mémoire avec sincérité et engagement. Donc, t'as pas besoin d'être extraverti, t'as pas besoin de parler fort pour être convaincant ou convaincante. Ce qui fait la différence pour moi, c'est vraiment la clarté de ton message, ta posture et ta capacité à croire à ton sujet. Donc, ce qui touche un jury pour moi, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il dit. Et donc, ça passe par une présentation structurée, sans digression, avec un fil conducteur limpide. Ça passe par un regard direct et une vraie écoute active quand on te parle, quand on te pose des questions, et ça passe par un discours incarné. Donc, tu ne lis pas ton texte, tu parles de ton sujet comme tu parlerais d'une passion que tu as. Et surtout, la confiance, elle émane de la préparation. Plus tu t'entraînes, plus tu répètes, plus tu vas pouvoir te concentrer sur l'essentiel le jour J, à savoir transmettre ton message. Donc, le fait de douter, c'est normal. Même les meilleurs orateurs doutent. Ce qu'il faut, c'est ne pas te laisser submerger par ton stress. Donc, pose-toi la question, si je devais convaincre un associé d'appliquer cette méthode dans mon cabinet, qu'est-ce que je dirais? Et donc l'idée, c'est de parler au jury comme tu parlerais à un père, et pas à un professeur. Il faut que tu oublies cette hiérarchie qui peut exister. T'es plus, pour moi, au moment où tu passes ta soutenance, t'es plus un mémorialiste, en fait. T'es déjà un professionnel qui propose une solution à un enjeu métier. Et donc, je t'encourage à regarder ma vidéo qui s'intitule « Le bon état d'esprit pendant l'échange avec le jury », parce que tu verras que t'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, t'as juste besoin d'être solide et bien préparé. Donc, pour conclure, je dirais que tu seras convaincant ou convaincante parce que tu auras bossé, parce que tu connais ton sujet, parce que tu vas te préparer à le transmettre avec simplicité. Et donc, si tu veux gagner avec aplomb, commence dès maintenant à t'exercer à voix haute avec un proche, un autre mémorialiste, l'expert comptable de ton CAB ou devant ton miroir. La confiance, ça se construit et ça commence dès maintenant. 10e question, comment se défendre lorsque le jury nous reproche de ne pas avoir réellement mis en place le cas fil rouge? Donc, parfois, les mémorialistes construisent leur mémoire sur un cas fil rouge fictif, mais vraiment fictif. Et donc, si on tombe le jour de l'oral sur une question du style concrètement, qu'est-ce que vous avez vraiment fait alors que ta démarche, elle repose surtout sur une simulation, tu peux être un peu décontenancé. Et donc, le plus important, comme d'habitude, c'est de garder ton sang-froid et de maîtriser ton discours. Donc, pour moi, quand le jury cherche à tester ta capacité, cherche à tester la concrétisation du projet que tu mets en place dans ton mémoire, t'es pas forcément obligé de tout justifier par des résultats tangibles. Tu peux valoriser donc des étapes de cadrage qui ont déjà été réalisées, donc par exemple des réunions, des benchmarks, des outils que tu as pu construire, des retours de validation partielle, l'avis d'un associé, le test auprès de collaborateurs, auprès de clients, ou une mise en œuvre programmée, même si elle n'est pas encore finalisée, à condition que ce soit présenté avec sérieux et que ça tienne la route. Donc tu peux dire par exemple, le travail réalisé dans le cadre de ce mémoire m'a permis de structurer une démarche complète, validée en partie par l'expert comptable du cabinet. La mise en œuvre complète est prévue dans les mois à venir, mais les outils ont d'ores et déjà été construits et adaptés aux besoins identifiés. Cette formulation te permet de répondre aux attentes du jury sans forcément t'exposer. L'idée, pour moi, c'est de reprendre la main et d'élargir la discussion. Donc plutôt que de rester sur la défensive, essaye de transformer cette critique en opportunité, en redirigeant la discussion vers
par exemple les conditions concrètes du déploiement de ton outil, auquel tu as déjà réfléchi, les leviers d'adhésion ou de faisabilité que tu as anticipés, et une vision stratégique de l'implantation de cet outil dans d'autres structures ou dans d'autres contextes. Donc par exemple, tu pourrais dire, c'est une remarque pertinente, et même si la mise en œuvre complète n'a pas encore eu lieu, le mémoire intègre une réflexion sur les conditions de réussite avec une modélisation du déploiement. J'ai par exemple construit une matrice de suivi, une fiche de lancement, qui permet de transposer facilement cette démarche. Donc ton objectif ici, c'est toujours de prouver que tu es dans une logique d'action, de remise en question, même si tu n'es pas encore à l'étape finale. Donc pour moi, l'important, c'est de ne pas te laisser piéger par la formulation de la question. Tu n'as pas à justifier l'injustifiable. Tu dois juste montrer que tu maîtrises la temporalité de la mission, que tu l'as pensée jusqu'au bout, notamment en termes de rentabilité, parce que c'est une question qui revient souvent, et que tu es capable de te positionner en professionnel. Et pour moi, c'est cette posture-là qui va convaincre. Et donc, si tu veux encore t'aider, tu peux aller voir ma vidéo sur comment réagir à une question déstabilisante en soutenance, pour apprendre à garder la main dans ce type de situation. Question numéro 11, comment muscler son argumentation? Alors, pour être plus convaincant à l'oral, tu voudrais être plus convaincant à l'oral, plus convaincante, mais tu as l'impression que ton discours manque de structure ou de force. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on ne naît pas bon en argumentation, on le devient. Et ce n'est pas une affaire de talent, c'est une affaire d'entraînement et de lucidité et de stratégie. Donc, le fait de répéter devant son écran, c'est un bon début, mais ça ne vaut en aucun cas l'entraînement en situation réelle avec plusieurs types de personnes. Des proches pour la bienveillance et le regard extérieur, des collègues ou des encadrants pour un retour technique ou stratégique, et une personne neutre qui ne connaît pas ton sujet et qui va te poser des questions simples mais déroutantes, du style « pourquoi ?» et donc « et c'est utile à qui ?» Donc l'astuce, c'est de donner une consigne aux gens avec qui tu t'entraînes, le fait d'être dur mais juste. Parce que finalement, c'est ce regard qui va te pousser à solidifier ton raisonnement et à chercher l'angle le plus clair et le plus pertinent et surtout le plus impactant. Donc pour moi, tu peux structurer mentalement tes réponses avec une petite méthode simple en 3 étapes. Contexte, donc le fait de remettre la question dans le cadre de ta mission ou de ton terrain. Ensuite, le choix, le fait d'expliquer ton arbitrage, ton outil ou ta position. Et la 3e étape de cette méthode, ce serait l'ouverture. Montrer en fait que tu penses plus loin ou que tu as identifié des limites. Donc à chaque fois que tu réponds, tu peux utiliser cette trame. Contexte, choix, ouverture. Ce genre de réponse va donner confiance au jury, parce que tu ne vas pas être dans la justification, mais dans l'argumentation. Et donc, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que muscler ton argumentation, ce n'est pas savoir plus, c'est apprendre à dire mieux ce que tu sais déjà. Donc, tu as déjà les cartes en main avec ton mémoire. À toi maintenant de les jouer avec assurance et clarté. Et si tu veux t'entraîner en solo, je te conseille aussi d'utiliser une IA pour lui demander de se mettre dans la peau d'un jury et de te poser des questions critiques sur ton travail.